Bonjour, bienvenue sur The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Je suis Louis Derouzier, analyste chez Carotte Capital, un fonds d'investissement early stage dans l'innovation. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Karim Toubal, qui a fondé MyEgo il y a maintenant 5 ans. Bonjour Karim. Bonjour Louis. Comment vas-tu ? Écoute, très bien. Il fait plutôt beau aujourd'hui, on a de la chance. C'est magnifique. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ? Absolument. Donc, je suis entrepreneur depuis 5 ans. Avant, j'avais un métier un peu plus classique. Je faisais de la mise en route de puits et de l'optimisation de réservoirs sur les plateformes pétrolières. Ok. J'ai un diplôme d'ingénieur des arts et métiers, suivi d'un MBA à HEC. Et donc, j'ai fondé cette société il y a 5 ans avec l'ambition de révolutionner un secteur d'activité qui avait bien besoin d'un coup de main technologique, qui est la vente de vêtements sur le canal de distribution online. Donc la technologie, je ne sais pas si on a prévu de l'aborder plus tard, mais je peux dévoiler le secret immédiatement. C'est une cabine qui permet de créer le double digital d'un individu avec une précision de l'ordre du millimètre sur le volume et du poil de barbe sur la texture. Vous pénétrez à l'intérieur d'une cabine qui contient 395 appareils photo. On prend 395 photos en simultané, donc ça prend quelques secondes. Puis ensuite, vous ressortez de la cabine et au bout d'un process qui est complètement automatique et breveté, vous avez votre double digital à disposition pour pouvoir notamment, à l'origine c'était ça la création de la société, essayer virtuellement un vêtement. Et puis après, au fur et à mesure des années qui ont passé, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de multiples applications, dont celle dans le jeu vidéo, de pouvoir utiliser son avatar, son double digital pour jouer avec dans un jeu vidéo, celle dans le milieu du sport, et c'est avec ça qu'on va commencer, puisqu'on a signé un contrat de déploiement avec Fitness Park, qui devrait commencer en juin, pour faire le suivi de sa morphologie dans le cadre d'une activité de fitness, et pouvoir simuler son corps plus mince ou plus musclé. Et puis des applications un peu plus sérieuses, comme dans le médical, où on est en relation avec une start-up qui fait de l'intelligence artificielle, qui souhaite utiliser notre technologie pour prévenir du cancer de la peau en analysant vos grains de beauté. Ok, hyper intéressant. Donc énormément de secteurs d'application pour cette technologie. Si on revient un peu sur ton parcours, pourquoi tu as décidé de quitter le secteur du parapétrolier pour aller faire un MBA et changer et entreprendre, commencer à entreprendre ? Il y a de multiples raisons. Voilà. L'une des premières, c'est une statistique assez flagrante de ce genre de milieu, c'est 80% des gens qui travaillent dans ce secteur, ou du moins dans la société dans laquelle je travaillais, étaient célibataires ou divorcés, et j'avais pas envie d'une vie de baroudeur. J'avais fait ça au début pour découvrir le monde, et puis on arrive à un certain âge où on a envie de se poser, fonder une famille. Donc ça, c'était le driver numéro 1. Et puis le driver numéro 2, c'est que je sentais qu'avec un diplôme d'ingénieur, j'avais une vision un petit peu étriquée du monde, une vision un peu fermée, comme portant des œillères. Et j'avais besoin de m'ouvrir à des réalités qui sont les nôtres, des réalités business, financières. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un MBA et de rentrer en France pour trouver ma femme. D'ailleurs, j'ai rencontré ma femme à HEC pendant le MBA. Très bien, magnifique. Et comment on passe du secteur du parapétrolier à de la technologie avec des capteurs, avec quelque chose de beaucoup plus technologique, avec un background art et métier qui est plus traditionnel, on va dire ? C'est une très bonne question. Déjà, je pense avec beaucoup de confiance en soi sur sa capacité à résoudre des problèmes. Grosso modo, quand on est sur un puits de pétrole perdu au milieu de la mer du Nord ou du désert du Sahara, on est obligé de faire avec les moyens du bord. Donc il y a une sorte de... les Américains disent to be resourceful. Donc il y a une sorte de capacité à trouver des solutions à nos problématiques avec ce qu'on a entre les mains. Donc ça, c'est essentiel. Et puis avec des connaissances techniques générales qui sont quand même assez fortes. Donc mon background d'ingénieur généraliste m'a permis de me dire que il n'y avait aucune raison que je n'arrive pas à comprendre le secteur pétrolier et le secteur de l'informatique.
et la 3D, et tout ce que j'ai pu apprendre au fur et à mesure du temps en développant cette société, et puis avec l'intime conviction que il y a des solutions et que ces solutions sont accessibles à qui veut bien essayer d'étudier le sujet. Ok, extrêmement intéressant parce que donc, tu commences MyEgo tout seul. Comment tu t'es formé? Comment t'as construit les briques technologiques de cette fameuse cabine? Alors Comment? j'ai commencé tout seul à fabriquer des prototypes. D'accord. Donc j'ai commencé 2 ans avant de fonder. J'ai fondé il y a 5 ans Ok. et j'avais commencé déjà 2 ans avant, en me disant qu'il fallait que je me prouve à moi-même la faisabilité technologique du processus d'avatarisation. Donc quand je commence, je teste sur un petit prototype qui est un truc que je fabrique en allant chez Leroy Merlin avec 3 caméras USB, le plateau tournant de mon micro-ondes. Je pose une statue au milieu, et puis je fais des photos en débranchant la caméra, en la rebranchant au fur et à mesure. Après, j'identifie un logiciel de photogrammétrie pour pouvoir reconstruire. Et donc je prouve à ce moment-là que il y avait quelque chose qui existait avant, qui était l'utilisation de photos, mais qui provenait d'appareils photo DSLR, donc des appareils photo boîtiers, pour pouvoir faire de la photogrammétrie de très haute résolution. Il y avait personne qui avait testé le faire avec des petites caméras, donc les caméras qu'on trouve dans les appareils photo ou sur les webcams. Donc je fais ce test-là, et quand j'ai fini ce test, je suis convaincu qu'il est possible d'utiliser ces technologies qui sont sur le marché disponibles pour créer la techno que j'ai mis au point. Donc ça, c'est un point, c'est faire tout de suite des preuves de faisabilité qui mettent en confiance sur le plan technologique. En parallèle de ça, je fais aussi business plan, études de marché, pour me rendre compte de l'ampleur du marché et de la possibilité de monter une entreprise lucrative. Donc ça, c'est mon background plutôt MBA qui me pousse à faire ça. Et une fois que j'ai passé 2 ans à faire des prototypes et identifier la faisabilité technique et les intérêts business, et ben là, je réunis mes amis, ma famille, mon entourage, et je fonde la société avec une petite levée de fonds, 150 000 euros pour commencer. Mais alors, on n'a pas encore toutes les briques qui sont nécessaires pour pouvoir tout faire. Et je pense qu'il y a aussi une notion c'est pas de naïveté le bon terme, mais de croyance en l'avenir, de sorte d'optimisme, voilà, le monde va dans une certaine direction, de ressentir là où va le monde et là où les développements vont se faire. Pour un exemple très précis, quand j'ai commencé les appareils photo de petit format qui existaient sur le marché, il y en avait très peu. Il y avait la caméra 3 mégapixels de Raspberry Pi qui était disponible, mais c'est tout ce qu'il y avait. Donc ça faisait une caméra assez chère, parce que comme il y a la multiplication par 400 qui démultiplie le prix unitaire de la caméra, ça faisait une cabine qui était très chère. Et moi, je voulais, pour démocratiser l'outil, que le prix total de la cabine ne dépasse pas les 10 000 euros. Donc il me fallait un prix unitaire caméra qui soit suffisamment faible. Au demeurant, je savais que l'industrie dans son ensemble, que ce soit l'industrie de la sécurité avec la vidéosurveillance, l'industrie de la téléphonie mobile, l'industrie des drones, toutes ces industries poussaient à faire en sorte que ces caméras de petite taille allaient avoir des résolutions de plus en plus importantes. Et donc l'avenir m'a donné raison. Il se trouve qu'il y a 3 mois, Raspberry a sorti une caméra 12 mégapixels qui fait le job. Donc il y a un tas de développements en fait dont on a eu besoin, qui sont apparus au fur et à mesure du développement de la société. Il y a quelque chose qu'il faut être vraiment conscient quand on fait de la deep tech, c'est que les choses ne se font pas du jour au lendemain. Une deep tech, grosso modo, c'est entre 5 et 7 ans pour que la société puisse sortir de terre. La deep tech, ça prend du temps, et forcément, le monde évolue.
Donc ce qui est important quand on fait de la deep tech, c'est vraiment essayer d'anticiper les développements favorables, mais aussi les développements qui peuvent être défavorables. Donc C'est-à-dire? d'essayer d'analyser quels pourraient être les développements technologiques qui, au fur et à mesure de son propre développement, pourraient venir concurrencer ou éliminer le besoin. Et typiquement, il y a des développements, et donc c'est pour ça que je me suis fortement intéressé à l'intelligence artificielle, mais en réalité, l'intelligence artificielle n'a pas les datas nécessaires pour pouvoir remplacer ça, et les seules personnes qui auront les datas pour pouvoir le faire sont les personnes qui auront exécuté le développement d'un réseau physique pour acquérir ces datas. Donc il faut toujours rester alerte des technologies qui peuvent être concurrentes, disruptives pendant le temps qu'on développe son produit. Ça, ok, faire de la veille. Comment, en 2015, tu voyais les technologies qui étaient alternatives? Parce qu'il me semble que, par exemple, pour FIFA 2016 ou je ne sais plus, il y avait déjà IA qui bossait sur des technologies assez avancées, qui avait racheté le moteur graphique de DICE. Comment tu te dis, moi dans mon coin, avec la techno et mon cerveau, je vais concurrencer ces gens-là sur le rendu 3D Alors, de joueurs ou de choses comme ça. c'est une bonne question. Au départ, j'ai pas cette ambition. Au départ, j'essaye, quand je développe ma société, de la développer en évitant de se retrouver sur les rails d'un puissant. Parce que si on est sur les rails d'un puissant, on prend le risque de se faire écraser. Ça se passe mal. Voilà. Donc je me colle dans un marché que j'estime être niche, mais suffisamment en prise avec le client final, donc en amont sur la chaîne de valeur, pour avoir un fort pouvoir de négociation avec les fournisseurs. Donc l'idée, elle était là, de manière générale. Après, il s'avère que le jeu vidéo est fortement intéressé, donc tout ce qui est recréer l'être humain pour le jeu vidéo et notamment pour les jeux de sport comme FIFA, c'est quelque chose d'extrêmement important. On a échangé les NDA avec eux, on est en discussion avec EA et la Fédération internationale de football pour essayer de faire en sorte que notre technologie soit exploitée pour la modélisation des joueurs, mais aussi surtout ce qui nous intéresse pour la modélisation des gamers, pour que le gamer puisse jouer avec son propre avatar dans le jeu vidéo. Et après, il ne faut pas avoir de complexe, je pense que c'est ça l'essentiel, par rapport à ces grandes sociétés, parce que ces grandes sociétés ont des comptes à rendre, elles ne peuvent pas prendre n'importe quelle direction stratégique. C'est souvent une question qui revient, c'est qu'est-ce que vous feriez si un géant comme Google, comme Facebook, comme Amazon décidait de mettre plusieurs millions de dollars sur la table pour venir créer une société concurrente à la vôtre. Je pense qu'il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des dirigeants de ces sociétés-là. Il ne peut pas se permettre d'aller fabriquer du hardware si son core business, c'est de faire du soft. Donc l'idée de ne pas se retrouver sur les rails d'un géant, c'est à mon sens important. Donc c'est David qui est beaucoup plus agile que Goliath. En fait. C'est un peu ça le parallèle, l'agilité étant l'agrégation des compétences. Et effectivement, et après il y a un troisième volet on n'a pas voulu négliger nous aussi de notre côté, c'est la présence de brevets. Donc quand on fait de la deep tech, c'est un mandatory, c'est obligatoire. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne veut pas arriver au bout de 5 ans de développement et plusieurs millions dépensés, de se rendre compte qu'il y a un brevet dans tel ou tel pays qui vous empêche d'exploiter la technologie que vous avez mis au point. Donc c'est une manière de rassurer et les investisseurs et se rassurer soit sur notre future capacité à exploiter la technologie qu'on a mis au point. Et puis le deuxième, c'est face à ces géants, pouvoir leur dire attention, vous souhaitez effectivement mettre plusieurs millions sur la table pour venir nous concurrencer, sachez qu'il va falloir contourner quelques brevets, et là la rédaction des brevets est extrêmement importante parce que cette rédaction vous permet de
de miner le terrain. L'idée d'un brevet n'étant pas d'empêcher la concurrence, mais de faire en sorte que si concurrence il y a, la concurrence soit très fortement handicapée. Donc c'est ce qu'on a fait quand on a rédigé les brevets. Grosso modo, aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait venir nous concurrencer, il aurait la possibilité de le faire, mais avec une cabine qui coûterait 10 fois plus cher que la nôtre, qui serait 5 fois plus encombrante et qui aurait un process d'avatarisation encore méconnu, parce que le process qu'on a breveté est le seul qui existe aujourd'hui pour automatiser les choses. Donc la présence de brevets, je sais que c'est assez controversé. Des gens pensent qu'il vaut mieux aller vite. Oui, aller vite, mais aller vite protégé pour se prémunir de ne pas pouvoir exploiter cette technologie, et puis aller vite protégé pour éviter de se faire écraser par un gros. C'est, à mon sens, quelque chose d'extrêmement important. Ok. Si on revient un peu sur le projet en lui-même, donc tu travailles 2 ans sur le projet avant de fonder l'entreprise. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 2 ans sur quoi tu travailles? Tu m'as dit que tu testais avec ta plaque tournante de micro-ondes, les différentes caméras, etc. Et donc ça, c'est pendant 2 ans. Il se passe quoi au niveau technologique? Alors effectivement, c'est pendant ces 2 ans. Donc déjà, je suis dans un petit appartement parisien où j'ai la chance d'avoir une chambre en plus au 10e étage, pas sans ascenseur, parce qu'il y avait un ascenseur qui faisait peut-être 1 mètre par 1 mètre, où j'ai pas pu y emmener toutes les pièces dont j'avais besoin pour construire les différents prototypes. Et je construis 4 ou 5 prototypes. Enfin voilà, je teste différents aspects du prototype pour arriver à faire, dans un premier temps, une statue qui est une statue en bronze que j'ai, donc une réplique 3D, et puis ensuite un visage, et puis ensuite un corps en entier. Et donc j'arrive au bout de ces 2 ans à m'assurer que la création 3D en photogrammétrie d'un corps dans sa globalité est quelque chose de faisable, en ayant un bon ordre de grandeur de quelle est la qualité des appareils photo que je dois utiliser, quelle en est la quantité, à quelle distance ils doivent se situer du sujet, quelles optiques je dois utiliser. Donc il y a une bonne maîtrise de la technologie. Et dans le même temps, je développe un peu de contenu visuel pour aller pitcher des gens du métier et recueillir des avis. Donc j'ai rencontré Reebok sur le salon du fitness, donc la directrice France de Reebok, à qui j'explique ce que je veux faire et qui me donne son ressenti. Donc aller tester le marché pour tester ses hypothèses de business plan. C'était extrêmement important. Donc c'est là que je me suis rendu compte que le pain point de la vente en ligne de vêtements n'était pas que sur le taux de pénétration qui n'est que de 10% versus 70% pour les articles non morphodépendants et dématérialisables, et aux environs de 50% pour les articles qui sont non morphodépendants mais pas dématérialisables. Mais qu'il y avait une autre problématique, c'était les coûts liés au retour, l'intermédiation des plateformes comme Amazon, qui prennent entre 10 et 12% du chiffre d'affaires. Donc il y avait un pain point qui était beaucoup plus compliqué en fait pour les vendeurs de vêtements sur la vente en ligne. Et puis après, je vais tester d'autres marchés. Je vais rencontrer des chirurgiens esthétiques pour voir s'il y a un intérêt sur la chirurgie esthétique. Je vais rencontrer des gens dans le monde du jeu vidéo. Voilà, je vais étendre en fait les usages à des marchés qui étaient autres que mon marché originel, l'essayage de vêtements. Ok, tu toques à différentes portes et où est-ce qu'on t'ouvre le plus à bras ouverts où est-ce qu'on te reçoit le mieux? Un peu partout, hein, honnêtement. J'ai jamais eu
Cette phase-là, pour moi, était extrêmement simple parce que comme j'ai un produit qui est très visuel et, euh, et qui parle à tout le monde, voilà, le double digital de l'individu, c'est assez facile de l'imaginer. Mais généralement, LinkedIn est un très bon véhicule de communication sur lequel on peut entrer en contact avec un peu n'importe qui dans le monde. Notamment, il y a 3 ans, j'ai envoyé un message de contact à Mark Ryan, qui est le fondateur de Epic Games. Epic Games, c'est l'éditeur de jeux qui possède Unreal Engine 4. Ils vont sortir Unreal Engine 5, qui est le moteur de jeu qui est utilisé par l'ensemble des éditeurs de jeux vidéo pour fabriquer leurs jeux. Et ils ont aussi Fortnite, qui est le gros succès de Epic Games, avec 350 millions de joueurs dans le monde. Et donc je le contacte, il vient de lever, il me semble, si je ne m'abuse, 1,2 milliard avec le géant Tencent qui a pris 40% des parts de la boîte 3 mois plus tôt. J'envoie un petit message en lui disant voilà ce que je fais, j'aimerais bien avoir votre feedback. Je vois là une belle alternative, une belle opportunité pour étendre les revenus stream d'un jeu comme Fortnite bien au-delà des frontières du jeu vidéo. Et il me répond immédiatement. 48 heures après, j'avais une réponse. Il me met en contact avec son business developer, qui est son associé depuis 20 ans, avec le directeur général Europe de Epic Games. Et ça fait quelques temps maintenant qu'on essaie de trouver un moyen d'introduire la technologie dans ce monde-là. Et je pense qu'on est sur le point d'y arriver là. Incroyable. Là, à l'heure actuelle, vous utilisez quoi comme type de capteur comme technologie, si on rentre un peu dans cet aspect-là? Alors si on veut rentrer un peu dans l'aspect technologie, on utilise 395 appareils photo de 8 mégapixels. Et ces 395 appareils photos sont synchronisés à la milliseconde. D'accord. On prend 395 photos, ensuite on upload tout ça dans le cloud. Et là, on a un traitement complet d'automatisation qui permet de standardiser moi je vais parler un peu barbare là, mais standardiser le mesh, le rig, Okay. le skin, rajouter des shaders de précision, une carte SSS, enfin voilà, c'est tout le monde de la 3D que j'ai appris au fur et à mesure sur le tard, comme on dit, au contact de mes équipes et des gens que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure de cette aventure. Je reviens sur le terme mesh. Du coup, c'est un maillage, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est peut-être le mot anglais, mesh. Ouais, c'est ça. Ouais. Mesh, c'est le mot anglais, mais pour préciser un peu, c'est comment tu découpes en fait le corps d'un individu en... Ouais, la découpe d'un corps, on va passer dans le gore, mais il faut plutôt voir ça comme le grillage sous-jacent à la forme 3D. Ouais. Ça ressemble plus à un grillage. Qui permet de coller le papier peint qu'on appelle la texture. Donc, grosso modo, en 3D, c'est quoi un modèle 3D en animation, hein, tout du moins, parce que en modélisation, pour tout ce qui est industrialisation, c'est pas les mêmes techniques. Mais en modélisation pour tout ce qui est animation, un objet 3D, c'est un grillage sur lequel on vient coller du papier peint. Ok, un bonhomme de fil de fer, on comprend bien l'image. Ok, super. Pour toi, ça a été quoi les principales difficultés auxquelles tu as été confronté? Si j'avais à en choisir un, je dirais le plus dur, c'est le management. Hein. C'est l'homme. Hein. Ok, donc même dans la deep tech, le problème, ça reste l'homme. Ah ouais, c'est clair. Il n'y a pas photo. En fait, la tech, c'est pas très compliqué. Hein. Il y a des problèmes. Un éventail de solutions. Sur l'éventail de solutions, on hiérarchise ce qu'on va tester en fonction de la pénibilité de les tester versus la probabilité que ça donne du succès. Et puis on les teste un par un et normalement il y en a un qui finit par déverrouiller le cadenas et puis on passe au suivant. Je ne dis pas la vision grossière et globale de l'innovation et de la tech, c'est celle-là. L'humain, c'est plus compliqué. L'humain, il y a des enjeux personnels, il y a des enjeux relationnels,
des enjeux financiers, donc il faut arriver à gérer les égos, les envies, le stade de la vie de chacun, et faire avec tout ça qu'on travaille dans une bonne ambiance pour que le développement de la tech se passe bien. Ok. Et donc avec tes équipes, vous allez où là? C'est quoi les grandes étapes qui restent à accomplir pour MyEgo? Là, grosso modo, la prochaine milestone, c'est la preuve de faisabilité business sur le fitness. Donc c'est l'installation chez Fitness Park. Ok. Alors on ne sait pas trop quand est-ce que ça va intervenir, hein, parce que avec les mesures du Covid, Ouais, les restrictions, les salles de fitness ont été fermées jusqu'à fin juin. Et puis elles ont rouvert, mais juillet-août, alors qu'il n'y a pas d'activité dans le fitness en juillet-août. Et puis elles ont refermé fin septembre. Donc cette milestone est un peu incertaine. Mais bon, on ne désespère pas de pouvoir faire notre preuve de faisabilité d'ici à début janvier. Et puis après, il y a plein d'opportunités à l'international, sur les États-Unis, comme je le disais tout à l'heure, sur le jeu vidéo, sur le Qatar avec la Coupe du Monde de football, sur la Chine. On a un importateur chinois qui souhaite utiliser notre technologie pour s'installer dans les centres commerciaux. Alors, c'est aussi pareil, la Covid, les centres commerciaux, c'est pas tout à fait ça, mais s'installer dans les centres commerciaux pour proposer des activations ludiques et slash ou publicitaires. Donc là, l'idée, c'est de consolider les finances, industrialiser, faire la preuve de faisabilité business. Parce que pour l'instant, il y a combien de cabines qui sont dispo C'est une très bonne question. On en a une. Une. Ouais. D'accord. Et que vous trimballez Et qu'on se trimballe à Vivatech, au CES de Las Vegas. D'accord. Qui voyage en soute. Elle voyage pas en soute, mais si en soute, exactement, pour le CES de Las Vegas, elle a voyagé en soute. Qui prend, donc elle a pas pris le train encore, mais elle a pris souvent le camion. Elle a failli aller sur l'Espagne pour la e-Formule 1. Voilà, donc c'est notre petit bébé, mais là on est en train de closer des deals qui va nous permettre de pouvoir commencer la production d'au moins 5 cabines d'ici à la fin de l'année, et on l'espère bien plus pour 2021, une fois que la preuve de faisabilité à petite échelle sera réalisée. Chez Fitness Park. Chez Fitness Park. Ok. Tu parlais de LinkedIn tout à l'heure. À quel point cet outil t'a été utile dans ton business? Je pense que LinkedIn, c'est un super support pour pouvoir aller rencontrer des gens, et surtout sur la phase de test du concept auprès du marché. Pas mal, surtout pas hésiter quand on essaie de monter une tech qui a une vocation B2B, d'aller voir les responsables qui sont les décisionnaires, futurs clients, et de leur dire voilà ce que j'essaye de faire. Parce que des fois on ne se rend pas compte, mais il y a un écosystème qui n'est pas compatible, il y a une proposition de valeur qui est un nice to have, mais qui n'est pas un must have. Du coup la commercialisation sera plus compliquée. Voilà. Je pense qu'avec ça on est bien armé. D'accord. Ok. Si on veut en savoir plus un peu sur ta technologie et sur cet écosystème de la modélisation 3D, qu'est-ce que tu nous conseilles pour en savoir un peu plus en termes de ressources, en termes de bouquins, de chaînes à suivre, de personnes à suivre? Alors le gourou dans la photogrammétrie et la modélisation de l'être humain, il s'appelle Paul de Bévec. Il était ancien directeur de l'Institute of Cinematographic Technology de Los Angeles. Il a notamment bossé sur le film Avatar. Il a été embauché il y a 2 ans, je crois, par Google. Et il a participé à la digitalisation 3D du château de Versailles. Ok, génial. Est-ce que tu aurais une citation peut-être qui t'inspire afin de conclure un peu ce podcast? Une citation, une citation que j'aime beaucoup parce qu'elle est tellement vraie pour tous les esprits ingénieurs.
C'est Branson qui a dit que si quand tu sors ton produit, tu es fier de ton produit, c'est que tu l'as sorti trop tard. Ok, très bien. Je te remercie Karim, c'était un plaisir. Je te remercie également de m'avoir invité aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par la technologie de MyEgo, n'hésitez pas à télécharger l'application MyEgo sur les stores et à contacter Karim Toubal directement via LinkedIn. C'est déjà la fin de ce podcast, merci de l'avoir suivi. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager. Si vous êtes un entrepreneur, n'hésitez pas à aller sur notre site internet Carotte Capital ou à nous envoyer un mail à contact@carotte.capital. Également, vous pouvez suivre ma série Medium LDR chez Levici. À bientôt.